Merci, chère Elisabeth. Mesdames, Messieurs les députés, je vais m'efforcer d'aller à l'essentiel. Ma mission se développe dans le cadre de la diplomatie économique qu'a souhaité Laurent Fabius, avec l'approbation du président de la République, bien entendu, qui m'avait demandé de préparer son voyage à Moscou le 28 février dernier. Ma mission est définie assez largement, puisque dans une lettre de novembre 2012, il m'était demandé de mobiliser l'ensemble des acteurs français, publics et privés, en faveur des relations politiques, économiques, commerciales, scientifiques, culturelles entre la France et la Russie. Mais l'accent est incontestablement mis sur l'aspect économique, le volet culturel et scientifique, les investissements russes en France et français en Russie. Mais il est vrai qu'il y a un déséquilibre que votre présidente vient de souligner. Préoccupation quant à la libre circulation des entrepreneurs qui conditionne le succès de nos entreprises. Je me suis rendu 6 fois en Russie, et la dernière fois à l'occasion du séminaire intergouvernemental qui s'est tenu à Moscou sous la présidence des 2 premiers ministres, la fois précédente avec une mission d'UBI-France à Nijni-Novgorod et à Moscou, organisée avec le concours de Rosatom et avec des entreprises, une trentaine, du secteur de la sous-traitance nucléaire. Donc je me suis intéressé à beaucoup de sujets depuis la fin de 2012. Ce qui frappe vraiment quand on regarde la Russie, c'est, je dirais, la disproportion entre la notion du temps et de l'espace chez nous et chez eux. Alors, le temps, c'est moins vrai. La Russie s'est formée, vous le savez, au IXe siècle. Le premier prince, Rurik, s'établit à Kiev vers aux alentours de 900, un peu avant. Et la Russie, la première Russie est la Russie kievaine, ce qui nous ramène à la question de l'Ukraine. Conversion au christianisme, modèle byzantin, conversion au christianisme sur modèle esthétique. C'est que de toutes les religions existantes à l'époque, considère que c'est la plus belle, après avoir envoyé des missions un peu partout. Le règne des Riurikides s'étendra jusqu'à Ivan le Terrible, 1584, ensuite le temps des troubles, les Romanov, 1613, jusqu'à l'assassinat du tsar et de sa famille en 1918, la parenthèse bolchevique, mais immense parenthèse de 70 ans, et ce pays évidemment a été profondément transformé. Il n'est plus l'URSS, ce dont beaucoup de gens ne se sont pas encore tout à fait avisés en France. Depuis 1991, c'est-à-dire 22 ans, la Russie existe, ainsi que d'autres pays nés de l'ex-URSS. Il faudra s'interroger sur ce que signifie évidemment cette réémergence dans des limites qui historiquement repoussent la Russie pratiquement très loin à l'est, c'est le Grand-Duché de Moscovie historiquement. Mais n'oublions pas que la Russie a pris possession des immenses espaces eurasiatiques au XVIIe siècle jusqu'au Pacifique. Et s'est étendu au Caucase et en Asie centrale dans le cours du XIXe siècle. Il n'en reste pas moins que de très nombreux pays importants comme l'Ukraine, le Kazakhstan, d'autres encore moins importants ne font plus partie de la Russie, mais de la CEI sous des formes que je qualifierais de géométrie variable. Donc, immensité de cette histoire, immensité de l'espace, 34 fois la France, 17 millions de kilomètres carrés, un climat évidemment très rude, contrasté, d'énormes difficultés de communication, une diversité ethnique
qu'on ne souligne jamais assez en France. 20% des Russes sont, je ne dirais pas de confession musulmane, mais de tradition musulmane. Hein. La Russie est devenue maîtresse de Kazan en 1500 et quelque chose, c'est-à-dire c'est à 600 km de Moscou. Ce n'est pas très loin. Et quand on regarde les républiques dites musulmanes, elles s'étendent tout le long de la Volga. C'est le Tatarstan, c'est le Bashkiristan, Bashtorstan, mais ce sont les républiques caucasiennes, pour la plupart d'entre elles. Certaines sont chrétiennes. Et puis les républiques d'Asie centrale, je dirais qu'elles sont indépendantes, mais il y a des flux migratoires extrêmement importants parce qu'il n'y a pas de visa. Donc ça alimente évidemment des réactions vis-à-vis de cette immigration d'Asie centrale qui ne sont pas toujours favorables. Hein. Pour venir tout de suite à l'aspect économique, ce qui frappe aussi, c'est la complémentarité énergétique. La Russie est le premier producteur de pétrole avec l'Arabie saoudite. Hein, par ses réserves, moins par ses réserves, mais par sa production. C'est de loin le premier producteur de gaz, mais je dirais qu'il y a une autre source de gaz très importante, c'est le Qatar et l'Iran. Et puis le gaz algérien, le gaz de la mer du Nord. Mais les réserves de gaz russes représentent pratiquement le tiers des réserves mondiales. Est-ce qu'il faut s'alarmer de cette complémentarité ? Pour ma part, je ne le pense pas, parce que je pense que le fournisseur est aussi dépendant du client que le client ne l'est du fournisseur. Et j'observe que la Russie, aujourd'hui, très dépendante de l'Europe, cherche à se diversifier vers l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée, et que se tisse tout doucement un réseau d'oléoducs et de gazoducs à partir de la Russie, mais aussi à partir du Kazakhstan, vers la Chine, dont les besoins énergétiques vont croissant. Nous sommes très présents dans ce secteur, Total en particulier, extrait du pétrole, mais surtout du gaz, et est titulaire d'une énorme concession de la péninsule de Yamal, dans la Sibérie occidentale. L'investissement prévu est colossal, c'est 30 milliards. La part de Total, c'est 20%, mais Total a également une part dans Novatek, et une disposition vient d'intervenir qui libéralise les exportations de gaz russe, ce qui fait que Gazprom n'est plus le seul exportateur. Novatek va pouvoir avoir accès au marché mondial très prochainement. Une usine de liquéfaction de gaz va être construite dans ces steppes glacées. Les entreprises françaises y sont impliquées. Je pense en particulier à Technip. Pour le moment, les exportations de gaz liquéfié représentent une petite proportion des exportations russes, qui pour la plupart transitent par gazoduc à travers l'Ukraine ou la Biélorussie, mais maintenant aussi par Nord Stream qui contourne les pays baltes et la Pologne et joint directement la Russie à l'Allemagne. Un autre projet est en construction, South Stream, dans la mer Noire, qui alimenterait à terme l'Italie, mais aussi tous les pays balkaniques ou danubiens. Dans ces deux projets, des entreprises françaises sont présentes, EDF pour South Stream et GDF Suez pour Nord Stream, à hauteur de 15 et 9%, à côté d'autres sociétés, principalement allemandes, mais aussi italiennes. Et donc il y a là un ensemble très important, avec aussi quelques contentieux. C'est l'affaire du troisième paquet énergétique, puisque, comme vous le savez, l'Union européenne impose que la distribution se fasse par un canal différent de l'approvisionnement primaire
Donc le gaz que Gazprom apporte aux frontières de l'Union doit être redistribué par des filiales ou d'autres sociétés. Bon, c'est un contentieux qui est pendant, sur lequel j'espère qu'on trouvera un compromis, parce qu'il y a de bons arguments dans les deux sens. Je passe rapidement sur l'aspect énergétique. J'ai voulu l'aborder en premier parce que, évidemment, la Russie est un partenaire énergétique essentiel, parce que elle tire de ses ressources en hydrocarbures 70% à peu près de ses recettes d'exportation et 50% de ses recettes fiscales. Donc, c'est évidemment très important. La complémentarité n'est cependant pas qu'énergétique, car après une chute brutale de son PNB, divisé par 2 dans les années 1990, la Russie a retrouvé une certaine prospérité, grâce notamment au cours plus élevé des hydrocarbures à partir des années 2000 et quelque chose, à la fin des années 2000, hein, on peut dire que la Russie a reconstitué un matelas de devises important, 560 milliards de dollars. Elle a un commerce extérieur très excédentaire, mais qui nourrit aussi des exportations de capitaux importantes. Donc il y a une politique de diversification économique qui est mise en œuvre par le gouvernement russe. Le changement pour la Russie a été antérieur à Poutine. C'est Primakov qui a d'ailleurs succédé au ministre qui avait dû dévaluer le rouble. 2008, Poutine arrive comme Premier ministre pardon, je me trompe, 1998. Poutine arrive en 1999 comme Premier ministre. Il est élu en 2000 comme président. Est réélu une deuxième fois. La troisième fois, il cède la place, comme la Constitution le veut, à Medvedev, et il a été réélu en 2012 jusqu'en 2018, avec la possibilité d'une deuxième réélection qui le conduirait jusqu'à 2024. Donc, un pouvoir qui s'est avéré fort, qui a, d'une certaine manière, réussi à une certaine diversification de l'économie, enfin qui ne fait que commencer, mais qui prolonge cet effort de décollage que la Russie avait entrepris en d'autres temps, notamment avant la guerre de 1914. Disons que la Russie est aujourd'hui un pays qui a doublé son PNB dans les années 2010, avec une croissance de l'ordre de 7% par an, croissance qui s'est ralentie depuis quelques années. Ils sont autour de 2% actuellement. C'est un pays, j'ai oublié de le dire, qui démographiquement ne décroît plus, mais a stabilisé sa population à un niveau néanmoins assez bas, 140 millions d'habitants. Mais il y a eu un effet, je dirais, notamment sur une moindre mortalité des adultes masculins, liée sans doute à la lutte contre l'alcoolisme. Disons que la chute démographique de la Russie paraît enrayée. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi toute la diversité ethnique et qu'il y a aussi beaucoup de Russes à l'extérieur, de l'ordre de 25 millions, dans les différentes républiques, ce qui établit évidemment des liens de fait assez étroits. Sur l'énergie, un mot encore. La Russie est une grande puissance nucléaire. Elle intervient dans tous les secteurs grâce à Rosatom. Et il y a des possibilités de coopération entre les acteurs français du nucléaire et Rosatom dans des domaines très importants comme la sûreté, également la modernisation des réacteurs de troisième génération, mais aussi les parties conventionnelles associées. Alstom, de ce point de vue-là, fournit des turbines conventionnelles pour la centrale de Baltiskaya à Kaliningrad. Et j'ai obtenu que, bien que la Lituanie
construisent une centrale, l'enveloppe du contrat soit préservée, puisque finalement ces turbines pourraient être installées à proximité à Saint-Pétersbourg ou enfin ailleurs, selon le choix des Russes. Nous avons profité, moins que d'autres, de la diversification de l'économie russe, moins que l'Allemagne, qui détient un marché qui est 3 fois supérieur au nôtre, 12% contre 4,2% du marché russe. Mais l'Allemagne elle-même a été doublée par la Chine, qui maintenant possède 17% du marché russe. Donc les autres concurrents sont l'Italie, au même niveau que la France, le Japon un petit peu au-dessus, 5%, l'Ukraine, 7%, mais aussi d'autres Européens, les Suédois, etc. Donc, je reviendrai là-dessus. La diversification de l'économie russe fournit un relais de croissance pour l'économie française. Nous avons exporté pour plus de 9 milliards d'euros en 2012. Alors, il est exact que dans ces 9 milliards, il y a 2 milliards liés aux industries aéronautiques et à la livraison d'un certain nombre d'Airbus. Donc, il y a un chiffre moins avantageux en 2013 pour les 9 premiers mois, mais néanmoins, sur les 9 premiers mois de 2013, nous restons à 11% au-dessus de l'année 2011, avant une année 2012 particulièrement faste. C'est-à-dire que le marché russe est un marché où nous sommes déjà très présents et où il y a beaucoup de perspectives. Je vais vous donner quelques exemples. En dehors de l'énergie, dont je vous ai déjà parlé, mais je n'ai pas évoqué les questions d'efficacité énergétique qui intéressent des groupes comme Vinci et d'autres, Schneider Electric, Alstom, Technip, je l'ai déjà évoqué. Il y a d'autres secteurs où nous avons pris des positions très importantes. Par exemple, l'automobile, où Renault est le premier constructeur et produit près de 200 000 voitures, a pris le contrôle de l'ADA en liaison avec Ross Technologies, mais Renault-Nissan détient 67% du capital. Et si on ajoute l'usine que Peugeot a construite et développe à Kalouga, les voitures fabriquées en Russie, pour plus de 50% d'entre elles, le sont par des marques françaises. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont toutes françaises, parce que par exemple les Lada sont fabriquées par Renault, hein, mais l'usine de Togliattigrad, enfin, qui porte probablement un autre nom maintenant, hein, est une usine qui est contrôlée par Renault. Et le groupe Renault-Nissan est donc majoritaire au capital d'Avtovaz, dont nous avons visité avec Jean-Marc Ayrault une usine pas très loin de Moscou. Au total, le marché russe de l'automobile est pratiquement au même niveau que le marché allemand. C'est-à-dire que c'est le premier marché automobile d'Europe. Et la France a une position tout à fait éminente, ce qui est peu connu et peu dit. Je continue par la construction ferroviaire. Alstom détient 25% de Transmach Holding, qui est la principale usine de construction ferroviaire en Russie. Et il y a derrière un immense parc de locomotives, plus ou moins obsolètes, 30 000 locomotives. Imaginez, l'espace russe est immense. Vous voyez ce que représentent les chemins de fer russes. C'est colossal. Transportent chaque année des milliards de passagers. Hein, c'est évidemment l'entreprise la plus importante au niveau ferroviaire. Et il y a là des marchés importants qui peuvent alimenter une fabrication de composants en France même. Mais naturellement, les premières locomotives sont faites en France, les autres le sont en Russie, mais il y a une part de composants qui est français. L'aéronautique, c'est un secteur où les Russes, je parle de l'aéronautique civile, ont pris du retard depuis une vingtaine d'années qu'ils essayent de rattraper. Un projet a abouti, c'est le projet de Superjet 100,
Nous avons obtenu que finalement il ne soit pas exigé de garantie de la part des constructeurs pour ne pas handicaper la compétitivité de cet appareil qui se vend dans des pays comme le Mexique, mais d'autres encore, le Maroc, qui, comme son nom l'indique, est un appareil de 100 passagers, qui est très adapté à la Russie, parce que ce ne sont pas des villes immenses, enfin il y a des villes importantes, de 1 million, enfin je ne parle pas de Moscou et Saint-Pétersbourg, mais Yekaterinbourg ou même Irkoutsk sont des villes assez importantes. Mais la plupart des destinations, évidemment, sont de petites villes ou des installations industrielles perdues dans l'immensité arctique. Donc des petits avions, avions d'affaires également, sont mieux adaptés au marché russe. Et je pense que nos constructeurs le comprennent. Après le Superjet 100, il y a le MS-21. J'ai oublié de vous dire que dans le Superjet 100, les entreprises françaises interviennent pour à peu près un tiers. Nous fabriquons le moteur, Safran, Stegma, le train d'atterrissage. Finmeccanica est également intéressé pour les aménagements intérieurs. Et l'avionique est faite par Thales. Donc il y a une bonne coopération avec Sukhoi. Il y a également une coopération dans les industries de défense qui se développe, y compris par des co-entreprises, et que j'ai essayé de promouvoir dans la mesure où nos entreprises se heurtent à l'effet de seuil. C'est que la loi de programmation militaire en France ne suffit pas. Il faut aussi exporter, je dirais aussi bien en Russie que dans le Golfe. Et par conséquent, il y a là un agrégat qui doit tourner autour, enfin, il faut voir ça sur le plan annuel, du milliard d'euros. Je rappelle que les Mistral ont été vendus, 2 Mistral ont été vendus, mais la suite n'est pas encore très claire. Je me suis rendu à 3 reprises auprès du président de la commission militaire industrielle, M. Rogozine, qui est aussi vice-premier ministre. C'est l'homme qui maîtrise les choses de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a des débouchés intéressants, par exemple pour nos pétroliers ravitailleurs, nos catamarans, etc. Enfin, bon. Une coopération est possible également pour les blindés du type VBCI, mais nous sommes plutôt en train de russifier, de franciser un blindé de transport russe que de russifier notre VBCI. Disons que tout cela est en discussion. Je souligne la part importante de la haute technologie dans nos exportations. Nous sommes très présents dans le secteur financier à travers la Société Générale, qui est la première banque étrangère en Russie, dans la pharmacie avec Sanofi, dans l'agroalimentaire avec Danone, mais aussi bien d'autres sociétés. Il y a là un vaste marché. Dans l'agriculture, où il y a des possibilités que M. Le Foll à explorer, mais c'est aussi bien le renouvellement du cheptel que la vente de matériel agricole. La Russie est potentiellement un très grand pays agricole. Elle dispose de terres riches, de tchernosium en quantité abondante. Nous sommes également le premier grand distributeur en Russie avec Auchan. Et au total, nous avons 440 implantations, mais évidemment, il faut rester modeste. Les Allemands en ont 3000. De même que l'ancien ambassadeur d'implantation industrielle. Et l'ancien ambassadeur allemand, M. Scheffers, me disait qu'en Ukraine, les Allemands avaient 1800 implantations industrielles et les Français 50. C'est-à-dire que nous avons quand même plus d'un train de retard. Alors c'est particulièrement marqué sur l'Ukraine, mais c'est vrai également sur la Russie. On peut évidemment continuer à développer nos investissements. Les chiffres qui me sont donnés varient entre 12 et 15 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous avons presque autant d'investissements en Russie qu'en Chine. Bien que la Chine ait une population évidemment 10 fois supérieure. 140, 1400. Donc c'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Donc je ne m'étends pas sur les flux et les stocks. J'éteins mon portable.
Voilà, ces appareils sont rétifs à la technologie, presque autant que moi. Hein, mais disons que du point de vue des stocks, ce qui est frappant, c'est que l'investissement russe en France soit très faible. 1 milliard depuis le rachat de Jeffco, qui était vendu par Peugeot à la Société des chemins de fer russe. Mais il y a des dossiers qui sont bloqués, par exemple l'affaire des tours de la Défense. C'est un investissement de 3 milliards de roubles financé par Sberbank, qui est une banque à demi publique, hein, et par le Deutsche Bank, parce que les banques françaises ne veulent pas intervenir. L'argent russe signifiant argent sale. Alors là, je dois dire que je me heurte à de grandes difficultés, car notre establishment bancaire a une attitude extrêmement précautionneuse, enfin inspirée du fameux principe de précaution. Dès qu'on entend parler d'argent russe, voilà, les tromblons sortent. À tel point que j'ai dû intervenir pour faire réouvrir le compte de Café Pouchkine, qui est une entreprise qui ressemble un peu à l'épicerie Fauchon ou bien au chocolat Le Nôtre, très connue et dans le monde entier. Le compte avait été bloqué par une entreprise, une banque française dont je ne dirai pas le nom. Il a fallu que j'aille auprès de la fédération bancaire. J'ai fini par être reçu non pas par M. Bonafé, mais par M. Lemierre. Et au bout de 3 semaines, le compte a été réouvert. Hein. Tout cela à partir d'une idée que l'origine du capital n'était pas claire, etc. Bon, évidemment. Mais Café Pouchkine est quand même une enseigne assez connue. Je vous cite cette petite anecdote parce qu'elle est en elle-même assez significative. Sur les tours de la Défense, bon, c'est une autre affaire. Moi, personnellement, j'en suis partisan parce que ces tours en bord de Seine apporteraient des aménités à ce quartier qui en manque singulièrement, c'est-à-dire non seulement des restaurants, mais des salles de spectacle, de concerts, galeries d'art, immeubles de bureaux et de logements. C'est un investissement important. Je sais bien que notre balance commerciale n'est déficitaire que de 48 milliards, mais enfin, moins 3, ça ferait 45. Hein, et la création de 5000 emplois n'est pas totalement négligeable, même si naturellement nous avons beaucoup plus de chômeurs. Disons qu'il y a quand même quelques obstacles que je m'efforce de lever. Les échanges franco-russes ont été handicapés aussi par le fait que notre croissance étant moindre, les enlèvements de gaz ont été moins importants. Donc il y a une certaine décrue de nos importations qui maintient cependant un solde bénéficiaire pour la Russie. Disons que l'équilibre doit s'établir à 9-11. Quelque chose comme ça. Le total approche 21 milliards dans les deux sens. Mais je pense que sur le long terme, ça va dépendre beaucoup du prix du gaz lié au gaz de schiste, etc. Sur le long terme, néanmoins, nous devrions avoir une croissance de cette part de marché où nous sommes, je dirais, nous sommes bien accueillis par les Russes parce que la France dispose d'un certain capital de sympathie lié à l'histoire. Mais naturellement, les affaires sont les affaires. Il y a des appels d'offres. Il y a peut-être aussi une certaine corruption. Hein, elle existe, elle est combattue officiellement. Elle est aussi une réalité. Hein. Disons que je vais conclure sur les obstacles politiques. Ils ne viennent pas que de la partie russe. Bien sûr, on peut s'interroger sur la société russe. La société russe revient de très loin. Elle reconstruit son histoire. Par exemple, nous essayons de l'associer aux commémorations de la Première Guerre mondiale. C'était la guerre impérialiste pendant 70 ans. On ne voulait pas en entendre parler. Maintenant, ils se redécouvrent qu'ils ont perdu 2 millions de morts. C'est quand même beaucoup. C'est eux qui ont perdu le plus de morts. Et le front russe, c'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'en 1917, hein, jusqu'à l'intervention américaine, dont les effets ne sont eux-mêmes fait sentir qu'en 1918. Alors, je rappelle cela parce que la mémoire russe est en train de bouger et on est frappé quand on va dans l'intérieur de la Russie. Et j'ai fait le tour des villes de l'Anneau d'Or, je suis allé jusqu'à Nijni-Novgorod, Kostroma, etc. On est frappé par deux choses. D'abord, la montée quand même des classes moyennes, utilisatrices de voitures de bas de gamme ou de moyenne gamme, et la religiosité
de la société russe quand on visite leurs basiliques, leurs monastères, etc. Une religiosité qui est partagée par toutes les générations et qui me paraît caractériser quand même un pays qui retrouve peu à peu son équilibre, qui doit reconstituer son histoire à travers d'autres schémas que ceux qui ont été inculqués pendant 70 ans. Bon. Je n'assiste pas sur la verticale du pouvoir, on dit tout là-dessus. Je pense qu'il y a un antipoutinisme excessif dans la presse française qui nous donne une vision réductrice de ce qu'est la Russie. Je ne dis pas que tout va bien, je ne reprends pas tous les choix du gouvernement russe, mais je pense qu'il y a une vision tout à fait excessive. La Russie respecte sa constitution, 20 ans après 1993. 20 ans après 1789, je ne sais pas combien la France avait connu de constitution, mais à mon avis, une bonne dizaine. Hein. Donc, comment ? Enfin, il y en a eu beaucoup. Disons que la Russie peut devenir progressivement un État de droit. Je ne dis pas que la démocratie va s'instaurer ou est facile. Il y a des élections quand même. Toutes ces élections ne tournent pas toujours au profit du parti au pouvoir. Russie unie. Par exemple, à Yekaterinbourg, qui est la 3e ville russe, c'est un candidat de la plateforme civique qui a été élu, le parti de Prokhorov. Poutine est élu avec 63% des voix. Beaucoup ont crié à la fraude, mais l'opposition est vivace en Russie. Il ne faut pas croire qu'il ne se manifeste pas. Si, il se manifeste dans la rue, sur la blogosphère, etc. Et je pense que même si on faisait quelques corrections, il n'est pas douteux, et tous les sondages le montrent, que Poutine bénéficie d'une certaine assise politique. Hein, et qu'il est là jusqu'en 2018, et peut-être même au-delà. Par conséquent, il faut être réaliste. L'opposition aussi est divisée. Navalny n'est pas un parangon de toutes les vertus. Hein, si on prenait ces thèmes sur l'immigration, il ressemblerait quelquefois à une formation française que, bon, je n'épilogue pas. Hein. Disons qu'il y a dans l'opposition russe des courants très divers. Il y a un parti libéral, il y a Bloko. Il y a un parti ultranationaliste, celui de Zhirinovsky, mais que personne ne prend plus au sérieux. Il y a le parti communiste qui reste puissant, Zyuganov, et il y a un parti qui est affilié à l'Internationale socialiste, c'est le parti de, j'oublie son nom, hein, qui s'appelle Russie Juste. Tout cela fait un bon tiers, un tiers, je dirais, des suffrages qui s'expriment. Le candidat à la mairie de Moscou, qui a été battu par Sobyanin, qui s'appelle Navalny, justement, a fait 27% des voix. Et on est quand même frappé dans le contact avec les Russes. C'est de la grande liberté d'expression, pour ne pas dire plus, vis-à-vis du pouvoir en place. Hein. Donc, moi, je n'en dirai pas plus. Hein. Il y a évidemment des imperfections dans la société russe. Hein. Ils ne vivent pas à la même heure que nous, ça c'est clair. Sensibilité à la société russe n'est pas la sensibilité de la société française. Encore qu'il ne faudrait pas non plus grossir les écarts. Le peuple russe est incontestablement un grand peuple européen avec une immense littérature et nous avons naturellement le contact à travers les arts, la musique, la danse, beaucoup de choses. Et les Russes sont très tournés vers la France. Il y a 800 000 apprenants de français dans les universités russes. C'est colossal quand on compare cela aux russisants du côté français. Alors du côté français, il y a évidemment certains a priori. Il y a toujours eu en France une certaine russophobie, depuis Custine qui disait la Sibérie commence à la Vistule, hein, c'était en 1839, mais il y a toujours eu aussi une certaine russophilie. La correspondance de Diderot et de la Grande Catherine est connue, souvent alléguée. Pouchkine écrivait en français et il a introduit finalement le français dans le russe. Il y a beaucoup de mots français dans le russe et toute la littérature russe est une littérature qui nous est très accessible et qui, je dirais, fait presque partie de notre littérature. Hein, qu'est-ce que serait même la culture française si on ne connaissait pas Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov bon, je passe. Voilà. La Russie dans la politique internationale. 2 mots pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long. Je pense qu'on ne voit pas un certain nombre de choses. C'est que le premier souci de la Russie, c'est l'islam radical.
auxquels ils sont affrontés dans le Caucase, avec les énormes problèmes qu'ils ont en Asie centrale, l'inquiétude qu'ils éprouvent au retrait de l'OTAN d'Afghanistan, car l'opposition dans ces pays d'Asie centrale est une opposition islamiste. Ils n'ont pas de sympathie particulière pour les gens qui sont au pouvoir, qui sont pour la plupart des anciens membres du bureau politique du Parti communiste, hein, très souvent, qui sont des satrapes, hein, il faut le dire. Mais voilà, ils ont une difficulté que nous connaissons aussi, car nous avons une certaine expérience du monde musulman, c'est que voilà, l'opposition est islamiste et les gens qui sont au pouvoir ne sont pas forcément très sympathiques. Alors comment faire? La Russie joue quand même un rôle très stabilisateur. Elle se heurte dans cette région à la Chine sur le plan économique. La Chine veut recréer la route de la soie. La Russie oppose un projet de grande zone de libre-échange eurasiatique dans laquelle des pays comme le Kazakhstan, la Biélorussie, le Kyrgyzstan, peut-être l'Ouzbékistan, l'Arménie ont donné le sentiment de vouloir adhérer. L'Ukraine, c'est beaucoup moins évident. Alors, un mot sur l'Ukraine. Bon, l'Ukraine est un pays, je dirais, qui est divers. L'Ukraine occidentale pratique une religion qui la rattache à l'Église romaine. Ce sont des uniates. Ils sont plutôt tournés vers la Pologne ou le grand royaume lituano-polonais des années, enfin du XVe siècle. Mais toute la Russie orientale est russophone, ou pratiquement russophone. Les liens sont extrêmement étroits entre l'Ukraine et la Russie. Il y a 80 000 entreprises de part et d'autre qui commercent entre elles. Et je pense que les Ukrainiens se font quand même beaucoup d'illusions sur, j'ai entendu évoquer le chiffre de 160 milliards d'euros qui leur seraient attribués sous forme de crédits FEDER, etc., etc. Je pense que nous ne sommes quand même pas à la veille d'un nouvel élargissement. Le président de la République l'a rappelé. Hein, et par conséquent, je pense qu'il faudrait arriver quand même à traiter ce problème du partenariat oriental d'une manière concertée avec la Russie pour ne pas en faire un sujet permanent de discorde. Les Russes ont un nationalisme obsidional, considèrent que l'Occident les a roulés dans la farine en étendant l'OTAN beaucoup plus à l'Est que ce qui avait été convenu en 1990, où en principe l'OTAN restait confiné à l'Allemagne occidentale, et puis ils ont vu l'OTAN progresser vers les pays baltes. À un moment, il a même été question de la Géorgie et de l'Ukraine, hein, à Bucarest, hein, en 1998. Donc voilà, ils ont ce sentiment un peu obsidional. Ils ne font pas toujours la différence entre l'OTAN et l'Union européenne. Et il y a les difficultés du partenariat Russie-Union européenne. Il y a un rapport qui va être préparé, qui va être publié au Sénat de Simon Sutour et de, je crois que c'est Georges Bizet, hein, Jean Bizet, qui est un rapport très intéressant qui fait le point sur ces questions de voisinage à l'Est. Alors on a parlé de partenariat stratégique avec la Russie. En 2003, on avait même l'objectif de la suppression totale des visas, sujet très important. Je rappelle que nous accordons 400 000 visas aux Russes chaque année, qui viennent nombreux comme touristes et qui seraient encore plus nombreux si nous étions encore plus libéraux. Le taux de refus est très faible, il est de 1,62%. Hein. Mais il n'y a pas de risque migratoire venant de la Russie, il y a un risque sécuritaire concernant certaines filières ethniques, hein, tchétchènes, ouzbeks, etc. Mais c'est un problème circonscrit. Je dirais que d'autres pays sont plus généreux. L'Italie, l'Espagne, qui donnent 800 000 visas par an. Hein. L'Allemagne donne à peu près autant que nous, 400 000. Alors, je pense que sur ce partenariat UE-Russie, il y a sûrement nécessité de revisiter ce qu'il est devenu au fil des ans. Les choses se sont plutôt dégradées. Mais je pense qu'un regard nouveau, un regard plus libre, devrait permettre de favoriser des compromis, parce qu'on peut très bien s'ouvrir à l'Ukraine et en même temps à la Russie qui fait partie de l'OMC. Nous avons quelques bisbilles avec la Russie. Par exemple, la taxe de recyclage sur les véhicules, hein, nous les avons traduits devant l'OMC.
hein, c'est aussi une réalité. Mais néanmoins, je pense que ce problème pourrait être traité de manière beaucoup plus rationnelle s'il l'était sur une base tripartite. Et je pense que nous n'avons absolument aucun intérêt à rallumer une nouvelle guerre froide au cœur de l'Europe. Je pense qu'il faut voir l'avenir de la Russie dans la perspective du XXIe siècle. Au XXIe siècle, le pays qui monte, c'est la Chine, hein, qui aura dans quelques années doublé les États-Unis en termes de PNB, hein, qui sera la grande puissance du XXIe siècle, avec évidemment les États-Unis qui maintiendront leur hégémonie, mais leur hégémonie, elle décline tout doucement, elle va d'ailleurs décliner sur un siècle. Mais la puissance montante, c'est évidemment la Chine. Et la Russie, entre l'Europe et l'Asie, et particulièrement la Chine, est un pays incontournable, indispensable, nécessaire. Et j'ajoute qu'il est incontournable, en effet, parce qu'il est aussi notre partenaire au Conseil de sécurité, et qu'aucune affaire, que ce soit au Proche, au Moyen-Orient, en Afrique, ou ailleurs, en Afghanistan, ne peut se régler sans le concours des Russes. Hein. Donc voilà le bilan d'ensemble que je voulais dresser. Je me prétends maintenant à vos questions. J'étais un peu long, excuse-moi. Non, mais merci, cher Jean-Pierre, c'est tout à fait passionnant.